Bonjour à toutes et à tous. Cyril Lébar pour la région Sud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Studi Live. Un Studi Live qui est donc organisé par la région Sud dans le cadre de son partenariat avec le groupe Studirama. Et un Studi Live qui est consacré aujourd'hui au métier d'ostéopathe et pour lequel nous avons l'immense honneur de recevoir Lucas Gourdin qui va nous parler de son métier. Et je suis également ravi de retrouver Anne-Yvonne, l'incroyable Anne-Yvonne, pour co-animer ce webinaire. Bonjour Anne-Yvonne. Bonjour Cyril, toujours charmant. Merci à tous les auditeurs. Je profite juste de ce petit moment d'introduction pour rappeler à tous que la série des webinaires, des Studi Live est consultable sur la chaîne YouTube Orientation Région Sud. Voilà, donc je laisse la place maintenant à Lucas pour sa présentation de son parcours et de son métier. Bonjour Lucas. Bonjour, alors moi je suis Lucas Gourdin, ostéopathe depuis juillet 2023 maintenant. Je suis diplômé du collège ostéopathique de Provence, Aix-Marseille. Donc voilà, c'est une formation qui est post-bac. Moi je me suis installé à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, petit village à côté d'Aix-en-Provence, pour ceux à qui ça parle. Et donc voilà. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce métier? Qu'est-ce qui vous attirait dans le choix de cette formation? Ou est-ce que c'était un peu un hasard? Alors moi, j'ai commencé déjà, comme beaucoup de gens, par être patient chez un ostéopathe. Oui. C'est d'abord par là que j'ai commencé mon approche avec l'ostéopathie. Puis vraiment pour comprendre comment ça se passait, comment ça marchait, j'ai échangé beaucoup avec des ostéopathes en cabinet. Je suis allé voir à l'école comment ça se passait, faire une journée d'immersion, passer du temps dans des cours magistraux, à la clinique pour voir comment se passent les séances, pour vraiment savoir si c'est ça qui m'intéressait. Et puis ça m'a passionné, donc je suis parti là-dedans. D'accord. Et alors, une question qui risque de nous être posée assez rapidement, c'est concernant justement votre parcours, votre formation. Vous avez suivi quel cursus? Voilà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors moi, j'ai passé un bac scientifique, S à l'époque, sciences d'ingénieur, donc sans sciences biologiques, ce qui aurait pu être avantageux pour l'ostéopathie, mais à l'époque, j'étais pas parti là-dedans. Et après, directement après mon bac, je suis parti en ostéopathie dès la première année. Donc voilà, je suis rentré en 2018 à l'école d'Aix-Marseille, et après, c'est 5 ans de formation, ça a même duré qu'un master. Et vous conseillez de choisir quel type de spécialité aujourd'hui aux lycéens? Alors, le plus avantageux, ça va être une spécialité scientifique et tournée vers la biologie, donc potentiellement SVT, maths, physique. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de prérequis en termes de matière ou de formation. Moi, j'ai des collègues à moi qui ont fait des bacs littéraires, économiques. C'est sûr que le côté scientifique apportera un avantage dans les premières années et plus de facilité, quoi. D'accord. Et alors, pour faire vraiment un petit focus sur la région, au niveau des écoles, est-ce qu'on peut Alors, dans la région, on a du coup Aix-Marseille qui est une seule école avec une promo répartie sur les 2 campus. On a Avignon aussi qui est pas très loin. Et après, pour la région sud étendue, on va avoir Nice, Montpellier, il me semble. Et voilà, il me semble qu'il y a ces 4 écoles-là. D'accord. Et du coup, la durée de votre formation? C'était 5 ans. 5 ans, ok. Exactement. Et est-ce que pendant cette formation, vous avez déjà à choisir des spécialités ou à vous orienter? Non, c'est un cursus qui est commun à tous les étudiants. C'est un cursus qui va être très tourné théorie dans les premières années, forcément apprentissage de l'anatomie, des pathologies, de la physiologie. Donc disons que les 2 premières années sont très théoriques et que plus on avance dans les années, plus on se tourne vers la pratique et vers le côté manuel de l'ostéopathie. On commence à traiter des patients à l'école même dès la fin de 3e année, ce qui est très très avantageux, qui ressemblerait dans une formation classique à de l'alternance, comme si on était en entreprise au final, hein, comme si on gérait un cabinet ou autre. Oui, bien sûr. Et les stages, vous en avez fait beaucoup, j'imagine? Oui, les stages, c'est uniquement en dernière année. Alors, il y a les stages en milieu hospitalier. Principalement, je sais qu'on intervient beaucoup sur l'hôpital Nord, dans plein de services différents, que ce soit l'urologie, le cardio-pulmonaire, digestif. Il y a
quelques petits stages aussi sur Marseille à la Timone, à l'hôpital européen, si je dis pas de bêtises. On intervient à la maternité à Aix-en-Provence, dans des centres de rééducation comme Cibourg, aussi proche d'Aix-en-Provence. Donc ça, c'est pour tous les stages qui sont dans la partie médicale, mais on intervient aussi sur des manifestations sportives, sur de tout type, sur toute l'année, pareil, en dernière année d'études. Moi, par exemple, j'ai fait le défi Monte Cristo à Marseille, le Bol d'Or au Castellet, au Castellet aussi les 24 heures de vélo, des rassemblements de football, de tennis, de rugby, le Marseille-Cassis. On est sur vraiment tous les événements importants de la région, quoi. Et vous intervenez avec un formateur ou vous êtes C'est ça. plus ou moins autonome selon l'année de votre cursus aussi, évidemment? Sur les manifestations sportives, on intervient par petits groupes d'élèves, plus ou moins importants selon l'importance de la manifestation, bien sûr. Il y a toujours au moins un formateur, voire plusieurs, selon le nombre d'élèves pour nous accompagner. C'est la même chose qui se passe en milieu hospitalier, mais en général, on est plus restreint en termes de groupe, parce qu'on ne va pas surcharger non plus les services hospitaliers par notre présence. Oui, bien sûr. Alors, dans le fil des discussions, enfin des questions qui nous sont posées, on a pour l'instant des questions très ciblées sur justement votre parcours. Alors, on a Enzo qui vous interroge sur comment l'idée vous est venue de devenir ostéo. Donc, vous l'avez effectivement évoqué, on peut y revenir. Et il y a une question très précise de Manon qui porte sur la première année. C'est vrai qu'elle peut être déterminante, cette première année, sur les matières, en fait, vraiment sur l'entrée matière, sur ce que vous abordez, en fait, sur la première année du cursus. Encore plus théorique, de quoi est-il proposé? Exactement. La première année, c'est tout ce qu'on peut imaginer en termes de théorie autour du corps humain. Donc, ça va être l'apprentissage de l'anatomie, tout ce qui va être osseuse, musculaire, alimentaire, digestive. Donc, ça va être parcours magistraux. Apprendre la partie physiologie, qui est la fonction du corps. Donc, fonction des organes digestifs, fonction du système neurologique, fonction du système immunitaire. Donc, ça, c'est toute une grande partie à voir. On va avoir des rappels de biologie, notamment d'embryologie, biologie cellulaire. Tous ceux qui ont fait justement de la SVT au lycée seront avantagés sur ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils auront déjà vues auparavant, peut-être pas aussi approfondies, mais déjà survolées au moins, et ce sera moins flou pour eux quand ils vont aborder ça en première année, quoi. Après, pour les rassurer, il y a quand même de la pratique en première année. On pratique uniquement sur nos collègues de promo. Ça va être beaucoup de toucher, de palpation, essayer de commencer à ressentir tout ce qu'on a vu en anatomie, notamment les os, comment on peut les ressentir au toucher. En fait, tout ce qu'on va voir en théorie va essayer d'être utile après dans notre pratique, de comprendre pourquoi on apprend ça en théorie pour l'utiliser après. Okay. Et après, sur votre métier en lui-même, vous êtes donc installé en cabinet. Vous partagez, je crois, votre activité avec un autre ostéo. Qu'est-ce que vous trouvez d'enrichissant dans ce duo? Comment les choses se sont organisées? Moi, en fait, je me suis installé avec un ostéopathe, l'ostéopathe que je consultais anciennement en tant que patient, qui lui est plus expérimenté que moi. Donc, il y a ce côté-là où déjà, on ne se retrouve pas seul au cabinet, ce qui peut faire peur pour des nouveaux diplômés. De passer de l'école où on était toujours entouré par un professeur, moins de soucis, il y avait quelqu'un pour nous aider à intervenir tout seul d'un coup dans un cabinet, ça peut être une grande étape. Donc d'être accompagné par quelqu'un d'autre avec plus d'expérience, c'est forcément rassurant. Puis ça permet d'échanger sur les difficultés, sur la façon de voir les choses, sur toute autre chose. Donc c'est quelque chose que moi je conseille si c'est possible pour les gens lors de l'installation. Bien sûr. Et je reviens juste sur l'école. Donc, vous avez été formé à Marseille. Savez-vous si toutes les écoles d'ostéo ont le même programme, nous demande Juna? Oui, en fait, depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises, il y a un certain nombre de décrets qui ont été mis en place. Parce qu'anciennement, l'ostéopathie est une profession qui est assez récente, qui est assez jeune, notamment en France. Ça a été autorisé que depuis 2007, si je ne me trompe pas sur les dates. Et donc, il y a pas mal d'écoles qui enseignaient ce qu'elles voulaient. Depuis 2014, suite au décret, il y a une uniformisation de l'enseignement. Donc, en fait, le cursus est le même. Forcément, vu que c'est des échanges qui sont humains avec d'autres ostéos, la vision de faire voir, la façon de faire sera jamais identique d'une école à l'autre, mais dans la globalité, les écoles enseignent les mêmes matières pour avoir les mêmes compétences à la sortie.
Oui, tout à fait. Et l'approche de votre métier, elle sous-entend aussi, parce que vous avez des publics d'âges divers et variés aussi, avec voilà, il y a différentes approches, j'imagine, en fonction du patient. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a une nécessité de s'adapter aussi aux patients. Voilà, je m'avance peut-être un petit peu, mais voilà, j'imagine que l'âge, c'est un critère. Bien sûr, en fait, c'est le défi du quotidien en tant qu'ostéopathe, c'est être capable de s'adapter à nos patients, parce que d'une séance à l'autre, on va pas du tout faire forcément la même chose, selon qui on a en face, même pour un même motif. Disons qu'en ostéopathie, 80% de nos consultations, c'est des lombalgies, des douleurs en bas du dos, exactement. Cependant, on fait jamais la même séance, on fait jamais la même pratique, on donne jamais les mêmes conseils aux patients. Faut s'adapter à tout ça. Selon l'âge, on sait qu'il y a des techniques qu'on ne peut pas faire. On ne pratique pas de la même manière chez un nourrisson, chez un sportif ou chez une personne âgée. D'accord. Et alors justement, on a une question de Émine qui est vraiment très précise. Si vous pouvez nous décrire votre journée type, alors voilà, au-delà des patients, est-ce qu'il y a d'autres entrées qui concernent votre métier, votre quotidien, est-ce que ça fait appel à d'autres J'imagine qu'il y a des charges administratives, de gestion de votre cabinet. Oui. Il y a de la. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de journée type chez un ostéopathe. C'est ça aussi qui est sympa, c'est que tous les jours ça change. Surtout quand on commence, faut être prêt à ça. Parfois avoir un peu d'attente, pas avoir des patients toute la journée, devoir s'adapter, avoir des horaires un peu compliqués au début, parce que forcément on va plus travailler au moment où les gens travaillent pas, donc entre midi et 2, le soir, peut-être même le week-end. Est-ce que vous faites des visites à domicile? Moi non, moi j'en fais pas. J'en ai eu fait pour un patient à moi qui était handicapé moteur et donc pour qui c'était compliqué de se rendre au cabinet. Mais sinon pour tout autre type de patient, j'en ai pas fait. C'est un choix qui me regarde. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui en font et c'est possible aussi à faire. Moi je préfère recevoir au cabinet perso. Mais donc, pour revenir à la journée type, oui. En général, on arrive bien avant le patient, histoire d'ouvrir le cabinet tranquillement, préparer ses fiches. Si on a déjà vu le patient, voilà, je vais regarder ce qu'on avait fait la dernière fois, pourquoi le patient était venu. Ce qui se passe après la consultation aussi, c'est intéressant. Il y a un peu de comptabilité à faire, rentrer notamment dans des fichiers type Excel, tout ça, les patients qu'on a vus dans la journée, le type de règlement, les factures, envoyer les factures au patient si ça n'a pas été fait auparavant. Donc voilà, c'est toute une gestion qui est à côté vraiment de la pratique, qu'on ne parle pas forcément quand on commence l'ostéopathie, mais qui est importante aussi. Et comment vous êtes formé à ce type d'activité parallèle à votre pratique? La formation se fait sur le tard. On va avoir quelques cours en dernière année. Moi, ce que je conseille au maximum, c'est de se renseigner par soi-même aussi, parce que c'est peut-être quelque chose où on pourrait s'améliorer en formation en ostéopathie. Notamment si, je sais pas, des personnes autour de vous sont dans le domaine des comptables, experts comptables ou autres, pourront bien vous conseiller. Après, en termes de comptabilité, en entreprise, en ostéopathie, si on fait tout seul, qu'on est auto-entrepreneur, c'est très simple. Vraiment, il n'y a pas de choses complexes. Et dès qu'on va passer sur un régime un peu plus compliqué, on va se faire aider d'un comptable, mais ça reste quelque chose qui est assez sommaire. N'importe qui en est capable, c'est juste, ça fait un petit peu peur parce que c'est de l'administratif au début. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ça se fait facilement. Bien sûr. Et vos journées on connaît quelle amplitude en fait horaire Alors moi, j'ai décidé d'ouvrir de 8h30 le matin à 21h le soir, tous les jours, samedi compris. Donc ces amplitudes horaires qui sont assez grandes, qui peuvent paraître énormes. Il faut imaginer que ces amplitudes, surtout que lors des premières années, sont rarement complètes. Il faut avoir le plus d'amplitude possible pour permettre aux patients de venir aussi quand c'est nécessaire pour eux et quand ils ont un créneau disponible. Au début, il faut savoir faire un peu les sacrifices sur ces fins de journée et accepter de travailler peut-être au moins le samedi pour pouvoir commencer et attirer une patientèle. Oui, bien sûr. Une question de Émine très pratique, très concrète, qui porte justement sur l'entrée salaire, on va dire, sur la notion du salaire en entrée de carrière. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette en entrée de carrière, la fourchette peut être assez énorme. En fait, ça va être très dépendant de
du nombre de patients, bien sûr, parce qu'on est en France actuellement autour de 60 € la consultation chez un ostéopathe. Donc voilà, il faut s'imaginer que en sortie d'études, si vous faites 2 patients par jour, c'est déjà un bon rythme. On travaille en 6 jours par semaine, on travaille à peu près 25 jours par mois. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs, mais la fourchette, ça peut aller en chiffre d'affaires, on va tourner entre 2 000 et 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui est considéré comme le brut dans un emploi traditionnel. Après, il faut là déduire notamment les charges. Donc ça va être dépendant de chacun, où s'y installer. Est-ce qu'il y a des charges de véhicules kilométriques? Est-ce qu'il y a des charges pour manger? Donc ça, c'est très dépendant, mais en termes de chiffre d'affaires, on tourne autour de ça dans les premières années notamment. Les formations, est-ce que depuis votre sortie de formation, vous êtes diplômé, vous avez suivi des formations régulières? Bien sûr, c'est quelque chose qui est nécessaire. L'ostéopathie, c'est une pratique qui évolue dans notre vie. On n'est pas le même ostéopathe qu'on était il y a 6 mois et surtout pas le même qu'on sera dans 10 ans. Donc, il faut continuer à se former, à la fois parce que l'école n'a peut-être pas montré tout dans les moindres détails. En 5 ans, on ne peut pas le faire. Il y a peut-être des choses qui nous intéressaient plus que d'autres, qu'on peut approfondir. Mais il y a aussi le fait que l'ostéopathie et la médecine évoluent au quotidien. Donc, il faut essayer de rester à la page, de ne pas se prendre de retard là-dessus. Donc, moi, je conseille aux ostéopathes diplômés de continuer des formations. Il y a notamment l'organisme FIFPL pour lequel on cotise via l'URSSAF qui nous offre une caisse d'allocation pour se faire former chaque année. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Moi-même, j'ai suivi plusieurs formations depuis mon diplôme. Oui, c'est sûr. J'imagine en plus qu'effectivement, vous apprenez aussi beaucoup des patients dans votre pratique. Bien sûr. C'est la chose où on se rend compte le plus rapidement, c'est que plus on pratique, plus on s'améliore rapidement. En 6 mois de pratique, notre pratique a déjà évolué extrêmement vite, même en quelques semaines parfois, selon les cas qu'on voit, les patients, les réflexions qu'on a avec d'autres professionnels de santé, ce que les gens peuvent nous apporter, des gens notamment avec plus d'expérience, comme je le disais plus tôt. Donc l'important, c'est de pratiquer, d'essayer de voir des patients, de toujours se remettre en question aussi. Je pense que c'est une des qualités qui est nécessaire. C'est une posture d'écoute, d'empathie, d'écoute, de remise en question, et ça m'amène à vous demander justement quelle qualité, ou en tout cas appétence, vous pensez qu'il faut pour exercer le métier. Je pense qu'il faut déjà au moins de l'empathie, d'avoir envie d'aider l'autre, d'aller vers l'autre, d'échanger, d'écouter le patient, de comprendre sa problématique. Et comme je le disais auparavant, la remise en question, je pense que c'est la qualité la plus importante si on veut continuer d'évoluer en tant qu'ostéo. On ne peut pas sortir de l'école et penser tout savoir, pouvoir tout résoudre, être le meilleur ostéo. L'échec est autorisé. On a le droit parfois de se tromper, donc on est capable de le dire. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on peut prodiguer, je pense, les meilleurs soins pour nos patients. Bien sûr, bien se connaître, être conscient de ses qualités. Oui, il faut aussi essayer d'avoir une pratique qui nous ressemble, être soi-même. C'est pas la peine d'essayer de faire pratiquer comme son voisin parce qu'on a vu que lui, il avait des résultats. Si nous, on se sent mieux dans une certaine pratique, je pense que c'est vers là qu'il faut se tourner. Trouver sa propre pratique, effectivement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Moi, c'est principalement l'échange, rencontrer des patients de tous horizons, de tous milieux, qui ont eu des parcours de vie aussi distincts les uns que les autres. Pouvoir se rendre utile aussi, parce que quand on sent qu'on a soulagé un patient d'une douleur qui l'embêtait depuis peut-être des mois maintenant, voire des années, c'est quelque chose un sentiment de gratitude qui est énorme. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Puis, comme toute profession indépendante, la liberté est énorme, ce qui va avec, que ce soit en termes d'horaire, de localisation. Aujourd'hui, vous êtes diplômé d'une école en ostéopathie en France, personne ne peut vous empêcher de vous installer où vous voulez.
en France. En tout cas. Alors, on a une question également dans le fil de discussion sur la pertinence, alors c'est peut-être pas le bon terme, d'une spécialisation vers le domaine sportif. Est-ce qu'il y a des passerelles? Comment ça, voilà, si vous avez une connaissance sur le sujet. Oui, en effet, moi-même, je pratique avec le club de foot de Rousset pour les U18 féminines qui sont actuellement en régional 1. En fait, le sportif, c'est quelque chose qu'on va voir en ostéopathie en cours de notre cursus. Moi, je l'ai vu principalement sur la dernière année où ça a été évoqué. Après, comme tout domaine, il y a des formations qui existent pour se former là-dessus. Je pense pas que ce soit indispensable. Il faut avoir confiance qu'un sportif, c'est un patient aussi comme un autre. Il faut juste s'adapter à son contexte, qu'il va s'entraîner beaucoup, avoir besoin de beaucoup de récupération. Il aura peut-être pas les mêmes attentes qu'un autre patient. Donc c'est de l'adaptation, mais en soi, avec la formation que vous avez à l'école, vous avez toutes les clés pour les prendre en charge. D'accord. Très bien. Et sur la répartition filles-garçons chez les ostéos, je pense pas que ce soit très... C'est assez équilibré. On est sur à peu près un 50-50. Forcément, selon les années, les promos et tout ça, on va avoir toujours une majorité qui va prendre le pas, mais c'est assez équilibré quand même. Ouais. C'est une profession qui reste assez mixte. Oui, vous avez parlé de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est vraiment une habitude à prendre. Et puis, c'est vrai que quand votre activité, en fait, tourne, vous pouvez vous adapter. Oui, j'imagine que vous devez trouver aussi après un confort. Ou... Bien sûr. C'est quelque chose qui peut être difficile les premiers mois, les premières années. Oui, en tant qu'indépendant, on a peut-être envie de travailler beaucoup, faire beaucoup d'horaires par peur de manquer, notamment, parce qu'il n'y a aucune garantie. Mais je pense qu'il faut réussir aussi à trouver cet équilibre-là. Si on veut durer dans le temps, il faut accepter parfois de poser quelques jours, prendre des vacances. Moi, depuis l'installation, par exemple, je n'ai jamais travaillé le dimanche. C'est quelque chose que je me refuse parce que il me faut ce jour-là dans la semaine où je suis déconnecté peut-être du cabinet, parce que je pense qu'aussi ça me permet d'être meilleur après le lundi, mardi, mercredi, les autres jours de la semaine. Mais voilà, il faut arriver à prendre du temps pour soi, être conscient que les moments où on ne travaille pas, il faut en profiter aussi pour faire quelque chose, que ce soit pour soi, pour l'activité. Il ne faut pas forcément se mettre la pression là-dessus. Oui. Il faut savoir utiliser ce temps, parce qu'à un moment, on l'aura moins, donc il faut en profiter. Bien sûr, et puis dans votre pratique, vous donnez aussi beaucoup d'énergie aux patients pour être mieux et dans votre... justement, j'ai une question après sur l'accueil de stagiaires. Est-ce que vous accueillez des stagiaires de troisième, à l'avenir des stagiaires de seconde, ou alors des étudiants en formation? Est-ce que vous êtes plutôt volontaire? Est-ce que vous trouvez que ces stages ont un intérêt dans leur durée, en tout cas, pour bien se faire une idée du métier? Alors, on m'avait déjà posé la question. Déontologiquement, c'est un peu compliqué de recevoir des personnes qui ne sont pas dans le domaine de la santé, notamment les stagiaires de troisième et de seconde, parce qu'il y a quand même le secret professionnel, le secret médical. Soit des patients qu'on peut faire déshabiller. Ça va être compliqué de recevoir quelqu'un qui est complètement extérieur à ce domaine de la santé. Recevoir des étudiants qui sont en études d'ostéopathie, c'est beaucoup plus faisable. Les patients le comprennent beaucoup mieux aussi. C'est beaucoup mieux vu. C'est pour ça que pour des étudiants qui seraient au collège, au lycée, qui voudraient se renseigner, moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller faire une séance, voir déjà comment ça se passe sur nous, si possible d'aller voir ses proches. C'est quelque chose qui se fait mieux aussi, parce que c'est compliqué de recevoir des étudiants pour venir voir les patients toute la journée. De faire les stages dans l'école de formation. Oui. Bien sûr, passer une journée à participer, à être là pendant les cours, voir comment ça se passe, essayer d'être au milieu de tout ça, voir si on se sent à l'aise, si c'est quelque chose qui nous plaît ou dans lequel on se verrait évoluer notamment. Sur les qualités, les compétences pour ce métier, nous demande Jade. C'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. J'invite Jade à revoir le webinaire sur
sur la chaîne YouTube, mais peut-être voilà, dire vraiment que les qualités essentielles, c'est l'empathie, l'écoute de l'autre, de ses symptômes, voilà, c'est la bienveillance, évidemment. C'est la bienveillance, volonté d'aider, une écoute où on ne va pas être dans le jugement. Chaque patient a ses problématiques qui sont différentes des nôtres. C'est vraiment arriver à s'ouvrir à l'autre, faire abstraction de peut-être nos méthodes de pensée et être le plus objectif possible pour aider nos patients. Okay. Un mot de conclusion pour encourager les jeunes à suivre cette voie de formation, à faire ce métier. Moi, je pense que c'est une profession qui est encore jeune, qui va, je pense, fortement évoluer dans les années à venir. C'est un métier qui est génial parce qu'on aide des gens au quotidien et se sentir utile, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire au sein de son travail. Donc voilà, si vous sentez que c'est fait pour vous, n'hésitez pas à foncer, quoi. Bon, super mot de la fin, on va dire. Pour le coup. Merci beaucoup, Lucas, en tout cas, pour cette présentation très complète, en tout cas, du métier d'ostéopathe et très, très riche, en tout cas. On a appris beaucoup de choses. En tout cas, vous remercier pour cette intervention et puis remercier Anne Yvonne également pour la co-animation de ce webinaire. Très bien, qui était le dernier de notre série saison. Pour l'année. Voilà, vous dire encore merci à tous pour nous avoir suivis tout au long de ces Study Live. Vous redire, et Cyril a mis le lien que vous pouvez retrouver ce webinaire et puis d'autres informations, notamment sur le métier d'ostéo sur le site d'orientation Région Sud. N'hésitez pas à contacter également le service d'orientation sur ce site pour des informations sur votre parcours, puisque nous sommes en plein Parcoursup. Voilà. N'hésitez pas. Bon, un grand merci, Lucas. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.